l'Iran tente de lier lutte contre l'État islamique et dossier nucléaire. Téhéran propose son aide aux Occidentaux contre les djihadistes en échange d'une souplesse dans les négociations sur son programme controversé. Et dans ce contexte, les Kurdes fuient par milliers l'avancée djihadiste. Ils quittent le nord de la Syrie pour la Turquie voisine. On parle d'un exode de 70 000 personnes en 24 heures. Et après avoir officialisé son retour dans l'arène politique sur Facebook, l'ancien président français Nicolas Sarkozy fait son grand retour sur les plateaux de télévision. 6 Français sur 10 désapprouvent sa décision de briguer la présidence de l'UMP. Le Grand Direct avec Daniel Goldming. Bonsoir, bienvenue, nouvelle édition du Grand Direct ce soir. Et à la une de l'actualité, l'Iran se dit prêt à coopérer avec les États-Unis face à l'État islamique en échange d'une plus grande souplesse sur le dossier nucléaire iranien. Alors comment est-ce qu'Israël se positionne face à cette équation? Peut-on se passer de l'Iran dans la lutte contre les djihadistes? On va en parler avec nos invités. Avi Pazner, bonsoir. Bonsoir. Diplomate israélien. Puis nous rejoindra un peu plus tard Alexandre Greenberg, journaliste spécialiste de l'Iran. Nous serons également en direct de l'ambassade des États-Unis en Israël où l'on rejoindra Maxime Pérez. Il nous décryptera les enjeux de ce deal proposé par l'Iran, mais également les réactions américaines. Tout cela, c'est au programme du Grand Direct ce soir. Iran will show that we will live up to any other agreement that we have. It is important to work with Iran. איראן קוראת להשמידנו, היא מפתחת נשק גרעיני. זו הסיבה שהיא בונה בונקרים תת-קרקעיים להעשרת אורניום. What we are trying to do is find a way for Iran to have an exclusively peaceful nuclear program. C'était un scénario prévisible dans la lutte contre l'État islamique. Téhéran met donc le nucléaire dans la balance. L'Iran se dit prêt à travailler avec les États-Unis et ses alliés dans le combat contre les djihadistes en échange de plus de souplesse dans les négociations sur son programme nucléaire. Les détails avec Maxime Pérez que l'on retrouvera un peu plus tard. L'Iran prêt à collaborer avec les États-Unis et leurs alliés dans la lutte contre Daesh. Mais en échange, la République islamique réclame une plus grande souplesse à l'égard de son programme nucléaire. Un vœu qui pourrait avoir été entendu. Alors que le régime de Téhéran est sous le coup de nouvelles sanctions depuis le 29 août, Washington envisage de proposer à l'Iran le marchandage suivant. Maintenir en l'état un nombre significatif de ses centrifugeuses, avec comme alternative une mise à l'arrêt de ses infrastructures litigieuses, plutôt que leur démantèlement. Une approche inédite révélée ce dimanche par le New York Times et qui, selon des sources diplomatiques, pourrait faciliter l'obtention d'un accord avec les grandes puissances sur le nucléaire iranien. Mais dans l'immédiat, les États-Unis se verraient soutenus par un allié inattendu dans leur guerre contre l'État islamique. Les appels du pied de l'administration américaine se font d'ailleurs de plus en plus pressants. La coalition mise en place pour éradiquer l'État islamique n'est pas uniquement, ni même en premier lieu, de nature militaire. Elle doit être globale et inclure une collaboration via des lignes d'efforts multiples. Il s'agit de réduire à néant un réseau entier, de décimer et discréditer une secte militante qui se fait passer pour un mouvement religieux. Il y a un rôle à jouer pour pratiquement chaque pays dans le monde, y compris l'Iran. Influente en Irak et en Syrie, 2 pays où les djihadistes sunnites de Daesh se sont emparés de vastes territoires, la République islamique a jusqu'ici adressé des messages contradictoires quant à son éventuelle participation à une coalition internationale. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution iranienne, déclarait encore la semaine dernière avoir refusé une ouverture américaine sur une possible collaboration contre l'État islamique. Réponse de la Maison-Blanche, aucune proposition de ce type n'a été formulée à l'Iran. À l'approche de l'Assemblée générale des Nations unies, qui doit s'ouvrir à New York ce mercredi, cette partie de poker menteur
pourrait bien prendre fin. Et j'accueille donc sur ce plateau Alexandre Greenberg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chercheur, spécialiste du monde arabe et de l'Iran. Alors on l'a vu dans ce reportage, ce deal qui est proposé par l'Iran, lutte contre l'État islamique en échange d'un assouplissement sur le dossier nucléaire iranien. Est-ce que les Occidentaux devraient aller dans ce sens et lier ces deux dossiers selon vous ? Et c'est une question très difficile, mais je crois que les Occidentaux ne vont pas accepter cette proposition iranienne parce qu'en effet, l'Iran ne va le faire jamais gratuite. Il attend une souplesse dans les négociations nucléaires et il faut toujours se souvenir qu'il ne s'agit pas d'une vraie coopération, il s'agit plutôt d'une coordination des actions américaines avec les Iraniens. Ça veut dire que les Iraniens ne vont pas tirer sur les avions américains. Il ne s'agit pas d'un combat commun entre l'armée iranienne et l'armée américaine. Alors une coopération, tout de même, c'est quelque chose qui est nouveau quand on sait l'état des relations entre les États-Unis et l'Iran. C'est tout de même quelque chose de neuf dans l'histoire récente. C'est quelque chose de neuf, mais c'est plutôt un ballon d'essai iranien plutôt qu'une vraie proposition. Parce que l'Iran a stipulé que si l'Occident est prêt à une souplesse dans les négociations, alors, et seulement alors, à ce moment-là, l'Iran peut-être sera prêt à coopérer. Mais justement, si l'Iran tient ce discours aujourd'hui, Avi Pazner, alors que la semaine dernière, l'Iran avait ce discours qui était celui de dire « nous refusons toute coopération avec l'Occident », est-ce que ce n'est pas parce qu'elle a obtenu peut-être des garanties en coulisses ? Je ne crois pas qu'elle a déjà obtenu des garanties, mais c'est un deal que l'Occident doit rejeter absolument. Parce qu'il faut mettre les choses en priorité, ok ? La chose la plus importante, c'est le nucléaire iranien. C'est pas que Daesh n'est pas important, c'est important aussi. La lutte contre l'État islamique est importante aussi. Mais si on regarde les priorités de l'Occident, disons des États-Unis, quelles devraient être les priorités ? La priorité devrait être absolument d'empêcher l'Iran de devenir un État armé nucléaire, ok ? Donc, on ne peut pas marchander sur ce point-là. C'est-à-dire que l'Iran, évidemment, ils sont marchands de tapis depuis 5000 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ne proposeraient pas une chose pareille ? Pour l'Occident, ça serait catastrophique si le prix d'une coopération iranienne, quelle qu'elle soit, contre Daesh, serait l'abandon des efforts de prévenir l'Iran de devenir un État nucléaire. J'ai perçu un changement de ton chez John Kerry maintenant. Alors comment vous l'expliquez justement ? Eh bien oui, je crois que l'Amérique est dans une situation difficile parce que le président Obama a décidé des frappes aériennes et a déclaré, même contre l'avis de son chef d'état-major qui avait dit le contraire, a déclaré qu'il ne voulait pas mettre de troupes sur le sol. Donc, s'il n'y a pas de troupes américaines sur le sol, d'où prenons-nous les troupes ? Alors, les Iraniens. Ce sont les seuls aujourd'hui qui sont sur le sol irakien. C'est ça, mais c'est en fait, donc l'Iran ne propose en réalité rien, parce que l'Iran, les troupes iraniennes irrégulières sont déjà sur le terrain. Il y a la force Quds qui est commandée par Qassem Soleimani, qui est déjà sur le terrain, qui combat contre le Daesh. Et il y a encore une nuance, c'est la création de cette coalition. J'ai du mal à croire que l'Arabie Saoudite sera prête à participer dans une coalition contre Daesh dans laquelle l'Iran aussi participe. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'alliances qui sont en jeu. Vous l'avez dit, l'alliance avec l'Arabie Saoudite et les régimes sunnites, l'alliance avec Israël. Est-ce qu'une coopération, même tacite, avec l'Iran, de Washington et de Téhéran, est compatible avec cette alliance stratégique entre Israël et les États-Unis ? Je crois qu'Israël opposerait un tel rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. D'ailleurs, je dois dire que l'Iran a déjà réussi en 8 mois, 9 mois de négociations, puisque les négociations ont commencé en janvier, a déjà réussi à éroder petit à petit les positions de l'Occident, parce que chaque proposition occidentale est immédiatement rejetée par Téhéran, et donc vient une autre qui est aussi rejetée. Donc il y a déjà maintenant une érosion. Ce que l'Iran essaye de faire maintenant, c'est d'ouvrir la digue complètement. Ok, c'est ce qu'ils essaient de faire.
c'est contre les intérêts d'Israël, évidemment, mais c'est aussi contre les intérêts américains. À long terme, c'est plus important, je le répète, c'est à long terme plus important qu'il n'y ait pas de bombes nucléaires en Iran que la lutte contre l'État islamique. Vous êtes d'accord, la menace nucléaire iranienne est aujourd'hui plus grave que celle de l'État islamique pour Israël et le reste du monde ? Oui, pour Israël, bien sûr. C'est une autre chose qu'Israël n'a aucune influence sur les pas que les Américains entretiennent maintenant. Israël peut résister, mais ça ne change rien. Il y a une autre chose, il faut voir si les Iraniens commencent à chanter l'unisson. C'est-à-dire, oui, on a cette information que l'Iran est prêt à coopérer, mais tous les autres, les hauts commandants de gardiens de la révolution, de l'armée iranienne, ils exclut complètement cette coopération. Si nous allons entendre dans les jours à venir qu'en effet il y a une coopération, ils sont d'accord, alors on pourrait s'y référer comme quelque chose de réel. Pour le moment, c'est plutôt... Mais sur le terrain, elle est réelle, cette coopération aujourd'hui. Sur le terrain, oui, peut-être. C'est encore une fois, c'est la question qu'est-ce qu'on définit comme une coopération? C'est-à-dire, s'il y a des frappes aériennes américaines et la force Quds les a vues et n'a rien fait, c'est aussi une sorte de coopération. Il faut préciser, et rien n'est précisé s'il s'agit de quoi exactement. Et c'est vrai aussi que sans boots on the ground, sans les troupes sur sol, c'est impossible d'éradiquer Daesh parce qu'il s'agit d'une armée de 10 000 personnes. On ne peut pas les éradiquer seulement avec des frappes aériennes. Alors, je dirais même plus, excusez-moi oui. Daniel, je dirais même plus, lorsqu'on écoute John Kerry, qui dit que l'alliance est surtout politique, plus même que militaire, donc on vient à se demander comment on peut vraiment se débarrasser de cet État islamiste. Que préconiserait Israël, par exemple? Eh bien, nous, on ne préconise pas, nous ne faisons pas partie de cette coalition, mais je pense personnellement, pas Israël, je pense personnellement que sans mettre des troupes sur le sol, vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de l'État islamique. Aujourd'hui encore, vous avez des objectifs, mettons, ils ont quelques tanks, ils ont quelques camions, mais bientôt, ils vont disparaître dans les populations, dans les... Comme ils le font d'ailleurs déjà. Oui, ils sont passés... La réticence des États-Unis Daniel, ils sont déjà passés l'Afghanistan. Oui, mais eux sont déjà passés de l'Irak à la Syrie. Ils n'ont pas attendu qu'on vienne les frapper. Ils savent qu'en Syrie, pour le moment, il n'y a pas de frappe aérienne, ni américaine, ni française, ni personne. Donc, ils sont venus de l'Irak en Syrie, où ils ont d'ailleurs déjà conquis une trentaine de villages kurdes, déjà. C'est peut-être là la réponse de Daesh à cette coalition. Et c'est pour ça que, je répète, sans ce qu'on appelle boot on the ground, bottes sur le terrain, on ne peut pas éradiquer cet État islamiste. Il faut prendre d'autres mesures que les frappes aériennes. Et c'est peut-être pour cela que l'Iran va être indispensable, en tout cas dans cette équation, dans cette lutte face à l'État islamique. Alors le ministre israélien des Affaires stratégiques, Yuval Steinitz, a estimé aujourd'hui que s'il y avait un accord entre les grandes puissances et l'Iran, il serait mauvais, voire très mauvais pour Israël. En tout cas, il ne sera en aucun cas bon pour Israël. Est-ce que l'État hébreu peut encore empêcher cet accord ? Je ne crois pas. C'est-à-dire Israël n'a aucun moyen d'empêcher, d'influencer. Mais aussi, c'est une grande question. Est-ce que les grandes puissances qui négocient avec l'Iran sont prêts à révéler la dite souplesse lors des négociations? J'ai du mal à croire pour le moment. Mais les États-Unis ont déjà fait une proposition. Ils proposent en tout cas de déconnecter les centrifuges sans les détruire, ce qui permettrait de retarder le programme nucléaire iranien et en même temps de pouvoir juger les intentions. Selon vous, c'est acceptable comme proposition? Et oui, mais les Américains aussi ont dit qu'ils ne sont pas d'accord de connecter les deux sujets, la négociation nucléaire et le combat contre le Daesh. Ils ont dit, c'est une autre question. En effet, s'ils sont véridiques, s'ils entendent vraiment de faire ce qu'ils disent ou non. C'est une question qui doit être adressée plutôt aux Américains puis aux grandes puissances européennes qu'à l'Iran. Vous en pensez quoi, vous, cette proposition américaine? Eh bien, je pense que c'est encore une érosion des propositions occidentales. C'est parce que chaque fois qu'on a proposé quelque chose à l'Iran, l'Iran a refusé. D'abord, on a proposé de détruire ou de neutraliser les centrifuges, ok?
l'Iran a refusé. Okay? Bien maintenant, 2 mois après, parce que ça s'est passé en juillet, je crois, en juin-juillet, alors on vient avec cette proposition, ok, vous ne les détruisez pas, mais vous les déconnectez, ok, vous les déconnectez. Et si l'Iran refuse, qu'est-ce qu'on va proposer d'autre? Parce que l'expérience iranienne est qu'en disant non à chaque proposition occidentale, il en vient une de bien meilleure. Et maintenant, alors il y a cette question dont nous parlons tous les trois, de la souplesse. Alors ils veulent encore plus. C'est pas assez de déconnecter. D'ailleurs, déconnecter, on peut reconnecter. J'aimerais vous le savez. Ce qu'on peut déconnecter, on peut reconnecter. Mais même ça, ça ne suffit pas à l'Iran. Donc l'Iran joue un jeu. Encore une fois, je dis, ce sont des fins négociateurs, beaucoup plus fins que les Occidentaux. Okay? Ils ont beaucoup plus de patience et beaucoup plus de perspectives. Et donc, pour le moment, ils disent non à chaque proposition, jusqu'il y ait une proposition qui leur permette tranquillement d'arriver au seuil de la production d'une arme nucléaire. Alors vous dites que les Iraniens sont des fins stratèges, et là encore il y a cette équation. D'un côté, on veut monnayer cette lutte contre l'État islamique en échange d'une souplesse dans le dossier nucléaire iranien, mais à une condition, c'est que ça ne se fasse pas sur le dos des régimes qui sont en place, et notamment le régime syrien allié. Et oui, c'est ça, bien sûr. Les Iraniens ne vont jamais abandonner leur allié Assad. Et pourtant, il y a ces rumeurs, ces analyses qui circulent dans la presse qui affirment que et l'Iran et le Hezbollah pourraient peut-être prendre leur distance de la Syrie parce qu'ils estimeraient que Bachar al-Assad n'aurait aucune chance de survivre politiquement face à l'État islamique. Vous en pensez quoi? Oui, je crois que c'est exagéré. Ces analyses, c'est plutôt wishful thinking que quelque chose qui a lieu sur le terrain. C'est vrai que, par exemple, les Iraniens ont abandonné le Maliki parce que Maliki est le péroraison de cette crise actuelle en Irak. Mais de l'autre côté, Maliki pour les Iraniens n'est pas ce qu'Assad est pour les Iraniens. Parce que Maliki, ce qui est important pour l'Iran en Irak, c'est le maintien de la domination chiite. C'est peu importe si c'est Maliki ou quelqu'un d'autre. Par contre, Bachar al-Assad, c'est la dynastie Assad, c'est leur allié depuis 30 ans. C'est quelque chose, ils ne vont pas jamais l'abandonner. Le lâcher. On va tout de suite prendre la direction de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv. On va rejoindre sur place notre reporter Maxime Pérez. Maxime, bonsoir. Comment est-ce que les responsables américains réagissent à ce deal proposé par l'Iran ? Écoutez, la seule chose que confirme pour l'instant le département d'État américain, c'est que des discussions ont bel et bien lieu à New York autour de cette question de l'éventuelle participation de la République islamique à une coalition contre Daesh, contre l'État islamique, et que les discussions autour du nucléaire iranien servent de prétexte à aborder le dossier. C'est la seule chose que confirme le département d'État. Et du côté iranien, par contre, on est un peu plus bavard, puisqu'on dit ouvertement qu'il y a des discussions, un débat ouvert entre les responsables américains et iraniens sur la possibilité que l'Iran participe d'une manière ou d'une autre à cette coalition internationale en Irak en contrepartie d'un accord qui permettrait à l'Iran une utilisation plus importante que prévu de ses centrifugeuses, évidemment, dans le cadre de son accord militaire. Tout cela prouve, de son accord nucléaire, pardon, tout cela prouve évidemment qu'il y a une convergence d'intérêts qui se dessine entre l'Iran et les États-Unis autour de cette guerre qui se prépare et qui a même déjà été entamée contre l'État islamique. Maintenant, il faut aussi rappeler que la République islamique d'Iran a exprimé de vives réserves à l'égard de cette opération américaine. Le président Hassan Rouhani a qualifié cette campagne aérienne de bombardement américain qui a déjà débuté de ridicule. On ne croit absolument pas à la volonté côté iranien de la part des États-Unis d'en découdre totalement avec cette organisation Daesh, comme si cette guerre américaine cachait d'autres enjeux. Alors vous l'avez dit, en tout cas, c'est la guerre qui se prépare d'un point de vue militaire, justement. Quelle est l'importance de l'Iran dans cette lutte face aux djihadistes ? Écoutez, l'Iran, d'abord, il faut le dire, est déjà impliqué, dit-on, en Irak depuis que les djihadistes de l'État islamique ont réalisé une percée. Celle-ci a commencé avant l'été
au mois de juin et il se murmure que des instructeurs, des officiers des gardiens de la Révolution se trouvent déjà dans les zones chiites pour contenir cette avancée des djihadistes et qu'ils se préparent éventuellement à cette grande bataille de Bagdad. Bagdad, ville capitale de l'Irak et ville à majorité chiite. Évidemment, côté iranien, on ne veut pas voir le chaos s'installer en Irak. On ne veut pas non plus voir une partition de l'Irak, comme par exemple avec les Kurdes qui pourraient tout à fait profiter de cette situation pour gagner une plus grande autonomie. Les Kurdes qui, vous le savez, sont évidemment réputés plus proches des États-Unis et même d'Israël qui ne le sont de l'Iran. Et puis l'autre préoccupation des Iraniens, c'est de voir ce conflit en Irak se propager sur son territoire. Il y a eu ces dernières semaines des incursions, des embuscades tendues contre des soldats iraniens postés à la frontière avec l'Irak. Évidemment, c'est une menace extrêmement sérieuse pour la République islamique quand on sait que l'Iran et l'Irak partagent une frontière commune de près de 1500 km. Merci beaucoup Maxime Pérez en direct de l'ambassade des États-Unis en Israël. Alors on a vu comment est-ce que les différents acteurs suivaient ces développements. Il y a un acteur bien sûr qui suit avec inquiétude la situation, c'est Israël. Comment est-ce qu'Israël devrait réagir à une coopération entre l'Iran et Washington? Voici l'avis de la rue. Je ne sais pas, je crois qu'il vaut mieux attendre avant de réagir. Il faut voir d'abord ce que cela donnera. C'est assez réaliste, mais c'est vrai. Je pense qu'Israël doit rester calme. Le monde est comme ça. On ne peut pas forcer l'Amérique à faire ce que nous voulons, nous. La bonne réaction pour Israël, c'est de patienter. On ne peut pas entrer en guerre contre l'Amérique, car on a nous-mêmes des intérêts. En attendant, on s'en occupe pas et on observe. Je pense que cette coopération est bienvenue. Le I est une menace stratégique régionale qui agit en Iran, en Syrie et en Irak. Je pense qu'on ne doit pas exclure une guerre contre un ennemi commun simplement par crainte de ses conséquences. À mon avis, Israël doit protester contre cela par les moyens convenables et s'opposer à cette association si absurde et ridicule. Alors vous partagez cet avis, un avis Pazner. Selon vous, comment est-ce qu'Israël peut protester contre cette coopération si elle a lieu? Quels sont les moyens de pression dont il dispose? Premièrement, il faut se rappeler qu'Israël et les États-Unis sont des alliés stratégiques, même s'il y a parfois des hauts et des bas dans les relations, comme nous avons connu par exemple des moments un peu difficiles lors de la guerre à Gaza, alors que John Kerry essaye d'arranger un cessez-le-feu qui s'est trouvé ici une réponse négative, ok? Mais stratégiquement, l'Amérique n'a pas de meilleur allié qu'Israël ici. Et nous avons certainement le droit, sinon le devoir, de dire à nos amis américains ce que nous pensons des dangers qu'il peut y avoir d'une coalition avec l'Iran. Nous sommes complètement d'accord avec les Américains qu'il faut combattre l'État islamique. Nous sommes complètement d'accord. Nous pouvons avoir peut-être des différences sur comment le combattre. C'est légitime. Ce qui est important pour nous, c'est de faire comprendre aux Américains, à l'administration américaine tout d'abord, que ce serait une erreur colossale de négocier un assouplissement des sanctions nucléaires ou sur le nucléaire en général avec la guerre contre Daesh. La guerre contre Daesh peut se faire aussi sans l'Iran, ok? Ce qui ne peut pas être, c'est que l'Iran, à la fin de toute cette opération, entre dans le cercle des pays nucléaire. Vous êtes d'accord, la guerre contre l'État islamique peut se faire sans l'Iran aujourd'hui? Oui, sans doute. C'est encore une fois, comme toujours, c'est une autre question que les Américains font le pire possible, parce que, par exemple, le fait même de créer une coalition, ça va à l'encontre de l'image de l'Amérique, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'Amérique, la superpuissance américaine a besoin d'une coalition pour éradiquer quelques milles de guerriers islamistes? C'est de l'absurdité. Et aussi, contrairement à ce qui a été dit dans les reportages, le Daesh n'est pas une menace existentielle pour l'Iran, parce que l'État islamique peut avancer au moment où personne n'y résiste. L'Iran est quand même c'est une armée très forte, il n'y a aucune chance que Daesh vont attaquer directement l'Iran. Alors qu'est-ce qui se joue pour l'Iran? Quels sont ses intérêts?
Et ce que je dis au début, l'Iran veut essayer de recevoir quelque chose, de faire... C'est uniquement sur le dossier nucléaire iranien, c'est que du marchandage, il n'y a aucun intérêt. Et bien sûr, l'Iran a l'intérêt que Daesh sera éradiqué, c'est bien sûr. Mais l'Iran aussi a l'expérience de la coopération avec les Américains en Afghanistan. Il y a 13 ans, quand les Iraniens ont été déçus finalement. Donc ils n'ont aucune raison à croire aux Américains. Et aussi, même si c'est vrai que peut-être il y a quelques fuites des autorités iraniennes qui sont prêts à coopérer, la coopération avec l'Amérique va à l'encontre de toute l'idéologie islamiste du suprême guide Khamenei, que l'Amérique est le grand Satan et que l'Amérique et Israël sont eux qui ont créé le Daesh et on va coopérer maintenant avec eux. C'est toujours encore possible, mais c'est pas facile même pour une dictature comme l'Iran d'expliquer au public domestique qu'est-ce qui se passe. Hier, on a dit que c'est le grand Satan, maintenant on coopère avec lui. Mais il y a une évolution des mentalités qui se fait. Il y a une évolution, mais il ne peut pas se faire en quelques jours. Vous y croyez à cette évolution du régime iranien avec Hassan Rouhani, cette ouverture, cette invitation à coopérer? Est-ce qu'Israël croit à cette ouverture de l'Iran? Vous savez qu'Israël a beaucoup de doutes sur Rouhani. On voit qu'il y a deux faces au régime iranien. Il y a le guide suprême, Khamenei, qui a une ligne très dure avec les gardes de la révolution, qui sont eux qui soutiennent le régime. Et il y a la face souriante de l'Iran avec le président Rouhani. Mais le pouvoir est entre les mains du guide suprême, entre les mains des gardes de la révolution, entre les mains de l'armée. Et je crois que vous avez raison que pour amener un changement psychologique en Iran, il viendra ce changement dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être. Il ne peut pas venir d'un jour à l'autre, ça c'est évident, et ça sera difficile pour eux aussi d'expliquer. Mais j'aimerais répéter ce que vous avez dit vous-même, Daniel, ce que vous avez dit. Le principal pour l'Iran, c'est ce qu'ils appellent souplesse sur le nucléaire. Tout le reste, c'est pas important. Merci beaucoup Avi Pazner, Alexandre Greenberg pour ce décryptage. Restez avec nous, l'information continue. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Grand Direct et c'est sur i24 News. L'Iran tente de lier lutte contre l'État islamique et dossier nucléaire. Téhéran propose son aide aux Occidentaux contre les djihadistes en échange d'une souplesse dans les négociations sur son programme controversé. Et dans ce contexte, les Kurdes fuient par milliers l'avancée djihadiste. Ils quittent le nord de la Syrie pour la Turquie voisine. On parle d'un exode de 70 000 personnes en 24 heures. Et après avoir officialisé son retour dans l'arène politique sur Facebook, l'ancien président Nicolas Sarkozy fait son grand retour sur les chaînes de télévision ce soir. 6 Français sur 10 désapprouvent sa décision de briguer la présidence de l'UMP. De retour sur le plateau du Grand Direct et je vous l'annonçais en titre, après avoir annoncé son retour en politique sur les réseaux sociaux, l'ancien président français Nicolas Sarkozy fait son grand retour médiatique ce soir. Il est l'invité du journal de 20h de nos confrères de France 2, un rendez-vous qui intervient après une parenthèse de 2 ans et quelques mois de faux suspense. Pour en parler, on rejoint tout de suite à Paris notre consultant Christian Mallard. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors qu'est-ce qui se joue pour Nicolas Sarkozy ce soir ? Naturellement, si vous prenez n'importe quelle chaîne de télévision ou de radio aujourd'hui, c'est Nicolas Sarko, le retour. Simplement, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui on a eu un afflux de sondages dans tous les sens, ce qui me fait penser qu'on est au royaume de la médiocratie, parce que quand on voit le résultat des sondages, et vous y faisiez allusion à l'instant, concernant le retour annoncé de Nicolas Sarkozy, il y a quand même 65% des Français qui disent ne pas avoir envie de le voir revenir sur la scène politique. En même temps, Sarkozy, voyant la situation catastrophique, désastreuse de la France, veut quelque part, il n'utilise pas le terme, mais il veut se poser un petit peu en sauveur. Il dit qu'il a tiré les leçons du passé, des erreurs qu'il a pu commettre, donc les gens en doutent,
parce qu'ils se souviennent encore de tout ce côté bling-bling qu'il avait affiché à l'époque, d'un certain nombre de maladresses verbales qu'il avait faites. Et donc, à partir de ce moment-là, 2 ans et demi, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être trop déjà pour eux. Et Sarkozy a toujours été quelque part omniprésent sur la scène politique. Mais quand je disais qu'on est au royaume de la médiocratie, ce soir, il y a 2 autres sondages qui ont été publiés. Jamais on n'a vu un président français aussi bas dans les sondages. François Hollande, 13% de vote favorable. Manuel Valls, qui lorsqu'il est arrivé il y a 5-6 mois au poste de Premier ministre, avait 66% d'opinion favorable. Il en a plus de 35%. Donc on a l'impression qu'on a un combat de médiocres. C'est un combat de médiocres qui est en train de s'annoncer. Hollande qui nous dit « Je suis à l'Élysée, j'y reste, mais je n'ai pas en tête la présidence de 2017 ». Valls qui se dit « Je vais essayer de ne pas couler avec François Hollande ». Et puis Nicolas Sarkozy qui veut sauver la France, mais qui va avoir en face de lui un certain nombre de personnages que vous connaissez bien, Alain Juppé, François Fillon, qui commence déjà à dégainer. Alain Juppé, il dit ce matin, le match a commencé, j'irai jusqu'au bout. François Fillon attaque Sarkozy en disant je n'ai pas le culte du sauveur. Alors vous voyez le contexte dans lequel se passe le retour de Nicolas Sarkozy. Alors justement, parlons-en de ce contexte. Quel impact peut avoir ce retour dans le paysage politique français concrètement ? Écoutez, je pense, Daniel, si Sarkozy, comme il le dit, si vraiment il a tiré les leçons du passé, il reconnaît les erreurs qu'il a commises et qu'il a un vrai programme pour relancer la machine économique, donner des emplois aux Français, parce que le problème c'est bien le chômage, à ce moment-là il a peut-être une chance, mais il faut qu'il arrive à convaincre. Et la route sera longue. Elle est parsemée d'embûches, comme je le disais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se dressent contre lui, qui vont commencer à lui ressortir aussi ses affaires, les problèmes de justice auxquels il est confronté. Donc, si vous voulez, j'ai quand même l'impression que la France va subir une sorte de révolution politique intérieure, avec une gauche divisée d'un côté qui ne tient pas la route, une droite qui va s'affronter pour l'avenir. Et la question est de savoir si Sarkozy va nous offrir des vraies recettes pour l'avenir, des solutions aux problèmes. C'est ce que veulent entendre les Français. S'il a ces solutions, je pense qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui reviendront à lui. Alors c'est vrai que parmi les partisans de l'UMP, mais ce n'est que l'UMP, 89% des partisans, des sympathisants de l'UMP ont envie de le voir revenir. Enfin, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, si vous voulez, on a l'impression que la France va être en pleine ébullition politique pour les semaines, les mois à venir. Et puis, on est quand même encore à 2 ans et demi de l'élection présidentielle. Et c'est assez loin. Et ça peut réserver encore beaucoup de surprises. Merci beaucoup Christian Malard, éditorialiste politique pour i24 News. Et avant de s'adresser aux Français via les médias, Nicolas Sarkozy a choisi Facebook pour son grand retour. On en parle avec un spécialiste des réseaux sociaux, Rudy Saada. Bonjour. Bonsoir. Alors on va voir avec vous pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il choisi ce moyen-là, Facebook, pour faire son retour en politique. Eh bien c'est tout sauf une surprise, Daniel. Ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà, la page de Nicolas Sarkozy, ça représente près d'1 million de likes. Donc finalement, le message posté va s'afficher 1 million de fois sur des pages Facebook. Le site du Monde a analysé les relations étroites entre Nicolas Sarkozy et le réseau social Facebook, et cela ne date pas d'hier. La page Nicolas Sarkozy, elle avait été créée en 2007 sous l'impulsion de Nicolas Prinsin qui était le conseiller technique de l'Élysée dans tout le quinquennat de Sarkozy, et son conseiller en communication Franck Louvrier. Pour exemple, le Monde remarque que par exemple une simple tribune de Nicolas Sarkozy qui a été publiée le 20 mars a été vue par 2 millions d'utilisateurs. Donc il y a déjà du poids sur le nombre. Alors l'annonce Facebook a du poids sur le côté comptable, mais aussi sur un côté symbolique. Et il y a aussi un aspect symbolique, le message de proximité avec ses partisans, car Facebook a été, depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, le lien entre les militants et l'ancien président. Il a utilisé ce réseau social d'une manière très réfléchie pour s'exprimer à des moments très précis lors des moments clés de ces 2 ans de quasi-silence, puisqu'il a toujours été quelque part présent, notamment au moment de l'affaire Bettencourt, notamment au moment du non-lieu, ou sinon pour souhaiter tout simplement ses vœux de Noël en tant qu'ancien président ou intervenir sur l'Europe. Donc ça a toujours été un canal de communication de prédilection pour Nicolas Sarkozy. Et pas seulement pour Nicolas Sarkozy, c'est devenu un outil incontournable aujourd'hui pour les politiques. C'est évidemment indispensable pour toute personnalité politique, pour tout président, tout le monde l'a bien compris, mais le Premier ministre israélien par exemple a une page Facebook très active, le président iranien a un compte Twitter
Twitter qui l'anime de manière très intense. Mais Nicolas Sarkozy, lui, il a compris très tôt, je vous l'ai dit, 2007, et il a réussi à se bâtir une solide audience. Pour comparaison, François Hollande a pour l'heure actuelle que 500 000 likes, alors que Nicolas Sarkozy en a près d'1 million. Alors lors de son passage de l'Élysée, certains observateurs disaient qu'il avait tissé des liens très étroits avec Mark Zuckerberg, le président de Facebook, pour le faire mousser un petit peu sur le réseau social. Alors pour résumer, il y a un fort impact médiatique, il y a une sorte de pureté du message où il n'y a pas les médias au milieu, c'est de l'homme politique aux militants, et puis aussi il y a l'image d'un homme connecté, une image qui fait penser à Barack Obama et à son 4 more years il y a quelques années, au moment de sa réélection, qui avait été un tweet historique. Voilà, tout cela très bien calculé. Merci beaucoup Rudi Saada pour cette analyse. Et puis on l'évoquait en titre, la lutte contre l'État islamique. Autre aspect de cette menace, c'est l'afflux des réfugiés. Des dizaines de milliers de Kurdes fuient depuis samedi le nord de la Syrie pour la Turquie voisine à la suite de l'offensive djihadiste. Depuis vendredi, on parle de 70 000 civils kurdes qui ont trouvé refuge dans ce pays. État des lieux avec Leslie Rezoug. Exode massif des Kurdes de Syrie. Il serait près de 70 000 civils à avoir franchi la frontière en 24 heures pour se réfugier en Turquie afin d'échapper à la violence de l'offensive de l'État islamique. Vers 13h aujourd'hui, nous avons ouvert le passage entre la Syrie et la Turquie. Et ce sont 4 500 personnes qui sont entrées dans le pays. Nous nous trouvons à 30 km à peine de cette région frontalière avec la ville syrienne de Kobane. À l'inverse, quelques 300 combattants kurdes ont franchi la frontière dans l'autre sens afin d'aider les miliciens de la branche armée du Parti d'Union démocratique kurde qui combattent les membres de l'État islamique en Syrie. Les djihadistes ont déjà pris le contrôle d'une 60aine de villages et de la ville stratégique de Kobane à la frontière turco-syrienne. Et ils sont désormais des milliers à attendre de pouvoir passer. Mais les consignes du nouveau Premier ministre turc Ahmet Davutoglu sont claires. Il voudrait créer une zone tampon pour bloquer tout risque d'immigration. Malgré tout, devant l'afflux des migrants, la Turquie a dû accepter d'accueillir les Kurdes syriens. Des heurts ont malgré tout éclaté le long de la frontière entre les forces de sécurité et les migrants. Le gouverneur de la province frontalière a néanmoins insisté sur le caractère exceptionnel de cette mesure. Le gouvernement turc a déjà accueilli près de 1,5 million de réfugiés syriens depuis le début de la guerre civile en 2011. En bref, ces nouvelles violences en Égypte, au moins 2 civils et 2 policiers égyptiens ont été tués aujourd'hui par l'explosion d'une bombe. Ça s'est passé dans le centre du Caire, une explosion très puissante qui est survenue non loin du ministère des Affaires étrangères. Il faut savoir que les forces de l'ordre égyptiennes sont régulièrement la cible d'attentats revendiqués par des groupes djihadistes depuis la destitution de Mohamed Morsi. Et puis les événements qui s'accélèrent au Yémen, les rebelles chiites ont pris ce dimanche le contrôle du siège du gouvernement et de la radio d'État à Sanaa. Simultanément, le Premier ministre a démissionné en signe de protestation contre le président qu'il accuse de monopoliser le pouvoir. On voit ça avec Julia Galancia. Crise politique à son apogée au Yémen. Les rebelles chiites d'Ansar Wallah ont pris dimanche le contrôle du siège du gouvernement et de la radio d'État à Sanaa. Ils sont engagés dans des affrontements avec des combattants islamistes sunnites soutenus par l'armée. Les rebelles chiites auraient aussi pris le contrôle d'importants sites militaires à Sanaa. Au même moment, le Premier ministre Mohamed Bassindawa démissionne en signe de protestation contre le président Abdrabbo Mansour Hadi, qu'il accuse de monopoliser le pouvoir. La rébellion chiite exige pour cesser les combats la fin du gouvernement accusé de corruption, un droit de regard sur la nomination des ministres et un accès à la mer. Pourtant, hier, l'émissaire de l'ONU annonçait l'imminence d'un accord politique pour une sortie de crise au Yémen, terme d'une médiation auprès du chef d'Ansar Wallah dans son fief à Sada. Le temps est venu de dépasser les petits intérêts et l'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir. Il est nécessaire de travailler de façon responsable afin de mettre en œuvre les résultats de la conférence de dialogue national pour construire le nouvel État convenu par les Yéménites. Depuis la chute en février 2012 de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, le Yémen reste englué dans une violente crise politique. Les rebelles chiites luttent depuis plus d'une décennie contre le gouvernement à majorité sunnite, avec pour objectif une autonomie dans le nord du pays. Un combat qui avait été qualifié par le président Abdrabbo Mansour Hadi de tentative de coup d'État.
Et dans le reste de l'actualité internationale, le Kenya se souvient. Des milliers de Kenyans ont rendu aujourd'hui un hommage ému aux 67 victimes de l'attaque du centre commercial Westgate, perpétrée, souvenez-vous, il y a un an à Nairobi par des islamistes liés au Shebab somalien. Les commémorations du massacre se sont tenues sous haute sécurité. Regardez. Prières, veillées, concerts, le Kenya commémore le premier anniversaire du massacre du centre commercial Westgate de Nairobi. Le 21 septembre 2013, vers midi, 4 hommes armés de grenades et kalachnikovs font irruption dans le Westgate. Comme tous les samedis, l'hypermarché est bondé. Le commando islamiste affronte les forces kenyanes pendant 4 jours. Bilan 67 morts. Ben Mouloua, un des survivants, se souvient. Je n'ai vraiment compris ce qui se passait que quand j'ai vu un deuxième tireur près d'un autre homme pointer son arme sur moi. Et c'est là que j'ai réalisé que ça y est, c'était la fin. Le centre commercial est un symbole de la classe moyenne kenyane. Un vaste supermarché rempli de télévisions à écran plat, de vins importés et de rayons garnis de fromage et de charcuterie. Mais quand le commando islamiste lié aux insurgés somaliens Shebab le prend d'assaut, il devient la scène d'un des pires massacres terroristes que le pays ait connu. Eunice Kavesta a perdu son mari dans l'attaque. Il était un des agents de sécurité. La jeune femme reste traumatisée. Maurice était un garde de sécurité. Il devait y aller pour les empêcher d'entrer. Mais quand il est arrivé au centre commercial, ils lui ont tiré 8 fois dessus. On l'a emmené à l'hôpital et ce que j'ai vu là-bas, je ne peux même pas en parler. L'attentat a non seulement détruit la vie de nombreuses personnes, mais il a frappé de plein fouet l'économie kenyane, la première d'Afrique de l'Est, déjà fragilisée depuis quelques années par une série d'attaques de moindre ampleur. En termes de sécurité, beaucoup de choses se sont passées au Kenya depuis les attaques du Westgate. Je suis sûr que tout le monde se méfie, tout le monde est prudent, tout le monde cherche à se protéger. Un an après l'attaque du Westgate, un certain nombre de questions demeurent, notamment sur l'identité des assaillants qui, selon enquêteurs et médecins légistes, ont tous perdu la vie dans les affrontements avec les forces de l'ordre. Et c'est peut-être la fin d'un feuilleton politique qui a paralysé l'Afghanistan depuis 3 mois. Les 2 candidats au second tour de l'élection présidentielle afghane, Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah, ont signé aujourd'hui un accord de gouvernement d'union nationale, une sortie de crise saluée par les États-Unis et l'Iran. Maël Benoliel nous en dit plus. Fin du feuilleton électoral en Afghanistan. Après 6 mois de crise sur fond d'élections contestées, les 2 candidats à la présidentielle afghane sont enfin parvenus à un accord pour se partager le pouvoir en remplacement du président sortant Hamid Karzai, en place depuis la chute du gouvernement taliban fin 2001. Je suis très heureux qu'aujourd'hui la nation afghane ait signé un accord pour la formation d'un nouveau gouvernement. Je suis ravi que mes honorables frères Ashraf Ghani Ahmadzai et Abdullah Abdullah aient convenu d'une solution pour gérer le prochain gouvernement pour le bien de l'Afghanistan, pour son avenir et son développement. Et c'est Ashraf Ghani, ancien ministre des Finances, qui sera nommé président, comme le prévoit l'accord final. Abdullah Abdullah, quant à lui, ancien ministre des Affaires étrangères, devra se contenter d'un rôle de numéro 2, doté de pouvoirs élargis. Alors que le pays connaît une crise sans précédent depuis le début de la guerre menée par les États-Unis contre les talibans, la nouvelle de cet accord d'union nationale reçoit un accueil mitigé de la rue afghane. Les Afghans sont très heureux aujourd'hui après la signature de cet accord. Les 6 derniers mois ont été difficiles, nous n'avons pas dormi normalement. Les investisseurs ont quitté l'Afghanistan, les gens étaient inquiets pour leur avenir et le chômage a augmenté. Mais aujourd'hui, les gens sont détendus et heureux. Compte tenu des expériences passées de ces 2 candidats et de leurs équipes respectives, je crois que les 5 prochaines années seront difficiles pour l'Afghanistan, car les 2 candidats vont essayer de se marcher dessus. Je ne suis pas très optimiste quant à ce partage du pouvoir. Ce sera difficile pour le pays. Un accord d'union nationale salué par Washington alors que les États-Unis s'apprêtent à retirer leurs troupes d'ici la fin 2014. Et ainsi laisser les forces de sécurité afghanes tenter de maîtriser l'insurrection talibane. En bref, Kiev monte le ton. L'armée ukrainienne annonce aujourd'hui son refus de mettre en œuvre le plan de paix négocié avec les séparatistes pro-russes tant que la trêve ne serait pas totale dans l'est du pays, car des combats ont en effet causé la mort de 2 soldats et en ont blessé 8 autres.
Le débat budgétaire en Israël, toujours pas d'accord entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Finances Yair Lapid. Une polémique qui porte autour d'une augmentation du budget de la défense. Mais le Trésor affirme que les divergences ont été réduites. On en parle avec vous, Dror Even-Sapir, notre analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on se dirige vers une résolution de ce débat ? C'est probable. Dès cette fin de semaine, Daniel, la presse israélienne annonçait qu'un accord avait déjà été conclu entre le ministre des Finances Yair Lapid et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les deux hommes se sont rencontrés aujourd'hui, mais la rencontre n'a pas abouti à un véritable accord en bonne et due forme. Il semblerait que les divergences portent sur des détails importants quand même, parce qu'il est question du budget de la défense, de la rallonge budgétaire dont va bénéficier la défense. On sait que Benjamin Netanyahou a tendance à accepter les demandes de la défense, les demandes budgétaires de la défense, a tendance à faire preuve de générosité dans ce domaine, alors que Yair Lapid considère que ce sont des demandes un petit peu excessives. Alors est-ce que Benjamin Netanyahou, dans ce calcul-là, va pouvoir sauver sa coalition, parce que c'est aussi de cela dont il s'agit? Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on se dirige probablement vers un accord, et un accord qui est plutôt à la faveur de Yair Lapid, parce qu'il y aura effectivement une augmentation considérable du budget de la défense, mais peut-être moins considérable que ce que la défense voulait. Et puis Yair Lapid a obtenu gain de cause sur son cheval de bataille, cette fameuse loi controversée sur l'exemption de la TVA sur les acheteurs d'un premier logement. Il a obtenu gain de cause, elle sera probablement acceptée et votée par le gouvernement, et tout cela sera financé non pas par une nouvelle hausse d'impôts dont Yair Lapid ne voulait pas entendre parler, mais par une légère augmentation du déficit de l'État. Donc tout cela, c'était des demandes de Yair Lapid. On peut considérer qu'il est sorti gagnant. Il est sorti gagnant pourquoi ? Parce qu'il est perdant en quelque sorte. C'est un paradoxe, mais ces derniers temps, sa cote de popularité ne cesse de baisser dans les sondages. Et Benjamin Netanyahou a compris que dans ce cas-là, dans ce cas de figure, Yair Lapid était prêt à tout. Il était prêt à quitter le gouvernement, à prendre la direction de l'opposition, voire même à provoquer de nouvelles élections, plutôt qu'à présenter un nouveau budget de rigueur, un nouveau budget avec des hausses d'impôts, ce qui lui aurait été fatal du point de vue de son image publique. Benjamin Netanyahou le sait bien, et Benjamin Netanyahou a besoin de Lapid et de ses 19 députés au sein de la coalition gouvernementale. Par conséquent, Lapid sort gagnant. On se dirige vers une plus grande stabilité gouvernementale, et la perspective d'élections anticipées dont personne ne voulait, en fait, ou presque personne, est à nouveau repoussée. Alors justement, vous parlez de ces probables, en tout cas prochaines élections qui n'auront pas lieu, mais on peut s'intéresser sur le thème de ces élections. On se souvient que lors du précédent scrutin, c'était le social qui était au cœur du scrutin. Est-ce qu'avec cette opération bordure protectrice et ce contexte régional sécuritaire très tendu, ces questions sociales vont une nouvelle fois être oubliées au profit du sécuritaire ? C'est l'impression que l'actualité donne, effectivement. On a un peu l'impression que le débat public, aujourd'hui, il est monopolisé par les questions de défense, par ce qui s'est passé avec le Hamas dans la bande de Gaza, par ce qui se passe sur la frontière nord, avec les progrès des islamistes du front Al-Nusra sur le Golan. Tout cela, bien évidemment, préoccupe les Israéliens. Mais les Israéliens sont également préoccupés par les questions sociales, par la crise du logement. On sait qu'il est très cher de se loger en Israël, par le coût de la vie, par les inégalités sociales. Il n'est pas impossible que ces questions-là reviennent sur le devant de la scène. Vous savez, les élections, on évite des élections anticipées avec cet accord sur le budget, mais il y aura bien des élections à un moment ou à un moment ou à un autre. Et on peut imaginer que les questions sociales rejaillissent à nouveau dans le débat, parce qu'elles ne sont pas complètement réglées. Un rapport est paru aujourd'hui sur la commission Trachtenberg. La commission Trachtenberg, elle avait été mise sur place après la protestation sociale de l'été 2011, et elle était parvenue à une série de recommandations pour améliorer la situation sociale. Et un rapport est paru aujourd'hui, et d'après ce rapport, la quasi-majorité, en fait, presque la quasi-totalité, la grande majorité, la quasi-totalité des recommandations de cette fameuse commission n'ont pas été mises en œuvre. Les Israéliens ont un petit peu tendance à l'oublier, parce qu'ils sont davantage préoccupés aujourd'hui par les questions sécuritaires et géopolitiques, mais ces questions sociales et économiques vont très probablement revenir. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. On va rester en Israël, non pas pour parler de questions sociales, mais de culture, car c'est l'événement culturel. Ce soir, c'est la remise des prix Ophir, l'équivalent des Oscars israéliens. Valérie Abécassis nous fait vivre la cérémonie depuis Ashdod. On la rejoint tout de suite en direct. Valérie, bonsoir. Quel est l'esprit de cette cérémonie ?
Bonsoir. Écoutez, c'est un esprit très agréable parce que c'est un mix entre les Césars français et un mix entre le glamour hollywoodien avec une petite touche israélienne. C'est que ces Ophirs sont récompensés par une académie qui est composée de 900 personnes et qui font pas toutes partie du monde du cinéma. Alors, cette année, la cérémonie a lieu à Ashdod parce que, bon, ils ont décidé que peut-être qu'il fallait mettre un petit peu de glamour dans cette ville qui a vécu des moments très difficiles pendant la guerre, alors que l'année dernière, c'était à Haïfa. Et il y a, comme d'habitude, des catégories, le meilleur film, le meilleur acteur, la meilleure actrice. Et cette année, c'est très serré parce qu'il y a une grande participation de femmes. Le film le plus attendu, c'est Zero Motivation. C'est un film très drôle, c'est une comédie hilarante qui est sortie au mois de juin. C'est l'histoire de deux filles pendant leur service militaire en Israël. Et ça pointe le machisme, la bêtise de la hiérarchie. Ce film a plus de 12 nominations. Il est en lice pour remporter pas mal d'Ophirs ce soir. Le deuxième film dont on parle beaucoup s'appelle Farewell Party. C'est une comédie noire comme seuls les Israéliens sont capables de le faire. C'est une poignée de retraités. Ils ont 90 ans, 70, 80 ans et ils habitent à Jérusalem. Ils ont inventé une machine pour euthanasie. Évidemment, la machine fait un carton. C'est une façon pour les Israéliens de montrer à travers l'humour les difficultés des retraités. Le troisième grand film très attendu, alors là, c'est vraiment l'artillerie lourde, c'est le film Get de Ronit et Shlomit Elkabetz. On les a vus arriver. Ronit a toujours des tenues un peu spectaculaires. C'est ça, le glamour aussi en Israël. Donc, c'est l'histoire de Viviane Amselem. C'est un huis clos très dur, très difficile. L'histoire d'une femme qui met très longtemps pour avoir son divorce religieux. Là aussi, le film a 12 nominations, donc il est vraiment côte à côte avec Zero Motivation. Et c'est un peu, on va dire, le combat entre la jeunesse de Zero Motivation et puis la vieille garde israélienne avec cette star qui est Ronit Elkabetz. Ensuite, on a un autre film qui s'appelle Près d'elle. C'est un film dont on avait parlé dans la culture. C'est un film assez dur. C'est l'histoire de deux sœurs. Une sœur qui s'occupe de son autre sœur qui est autiste. Dans ce film joue Dana Ikvgi, qui je pense va avoir ce soir un Ophir. Et enfin, le dernier film dont on parle beaucoup ici, c'est Yona, qui est réalisé par Nir Bergman. Alors lui, il a un problème, c'est qu'il y a quelques années, c'était le branché d'Israël. Il avait fait Broken Wings, tout le monde parlait de lui. Et cette année, j'ai l'impression qu'il a un petit peu étouffé, effacé par la présence féminine, parce qu'on peut parler d'une saison féminine cette année. L'autre petite particularité de cette cérémonie des Ophirs, c'est qu'elle récompense aussi des documentaires. Les deux documentaires dont on parle beaucoup ce soir ici, c'est Le Prince Vert et puis le film de Vanessa Lapa, qui est un documentaire sur les carnets intimes de Hitler, qui est sorti en Israël il y a quelque temps et qui a remué, on va dire, la population. Je termine juste avec cette petite spécificité israélienne, c'est que les films qui sont là ce soir et qui vont gagner, le film qui va gagner va aller directement représenter Israël aux Oscars, donc les enjeux sont très importants. Et enfin, l'autre chose, c'est que il y a des films qui vont être récompensés ce soir qui ne sont pas sortis dans le pays. Voilà, c'est la petite particularité, je vous dis, c'est la spécificité. C'est pas tout à fait les Césars français, c'est pas tout à fait les Oscars israéliens, ce sont les Ophirs israéliens. Merci beaucoup Valérie Abécassis de nous faire vivre cette cérémonie des Ophirs. Et dans un tout autre registre, on va parler de la visite du pape François en Albanie pour promouvoir la coexistence interreligieuse. Il a vanté sur place un pays symbole de la mixité religieuse en Europe. Et tout de suite, c'est le journal des sports dans Grand Direct. Et toute l'actu sportive, c'est avec la rédactrice en chef du service des sports sur i24 News, Valérie Pérez. Bonsoir. Bonsoir Daniel Goldmink. Premier grand titre épilogue de la journée de Ligue 1 du championnat de football français avec un choc PSG-Lyon. Oui, absolument, c'est un grand classique du genre. Vous savez, quand les Lyonnais se déplacent au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, alors d'un côté, on a les doubles tenants du titre avec une équipe avec plein de stars, avec Ibrahimovic et puis tous ses coéquipiers. Pourtant, le Paris Saint-Germain ne fait pas un début de saison tonitruante, même s'il n'est pas encore, il reste encore invaincu. Le Paris Saint-Germain a été déjà tenu en échec 4 fois et justement Laurent Blanc reste très prudent avant de recevoir l'Olympique Lyonnais. Je vous propose aussi de l'écouter. Allons-y. Je pense que tactiquement, techniquement, physiquement, on n'est pas au top. On n'est pas au top. On l'a bien vu contre cette équipe de l'Ajax, qui est une bonne équipe, certes, mais que l'on connaissait très bien, que l'on avait bien supervisé, que l'on avait bien disséqué. On savait exactement ce qu'ils faisaient bien, ce qu'ils aimaient faire. On n'a pas su, à mon avis, à mon sens, les contrecarrer aussi souvent que l'on aurait aimé.
Alors à noter que le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a déclaré que Paris avait 9 chances et demie sur 10 de remporter cette rencontre, mais on connaît les techniques de communication du patron des Guns. Il faudrait quand même rester prudent, car Lyon a battu le week-end dernier Monaco 1-0. En tout cas, c'est une rencontre à ne rater sous aucun prétexte. Nous, au service des sports, on sera évidemment devant notre télévision et on vous donne rendez-vous lundi et mardi pour décrypter le championnat français, puis d'ailleurs tous les championnats européens, avec notre consultant i24 News, Emmanuel Petit, qui sera là pour nous juste avant votre grand direct, Daniel Goldmink. Le rendez-vous est donc pris, puis autre actu du jour. C'est ce week-end que l'UEFA a dévoilé les 13 villes de l'Euro 2020. Alors, pour rappel, la compétition ne se jouera pas en 2020 dans un seul pays, comme auparavant. C'était le grand pari de Michel Platini. Il a été au bout de son idée. Il a donc réussi à faire valider ce qu'il a envie. C'est une triste nouvelle quand même pour Jérusalem et son fameux stade Teddy. Mais la ville, 3 fois sainte, n'a pas été retenue. La liste finale, on va donc la découvrir ensemble. Il y a Londres, Munich, Bakou en Azerbaïdjan, Rome, Saint-Pétersbourg, Amsterdam, Dublin, Bilbao, Budapest, Bruxelles, Glasgow, Copenhague et Bucarest. Alors pour le choix de la ville qui accueillera la finale, ça sera Londres. Merci beaucoup Valérie Pérez pour cette actu sportive que vous décryptez chaque jour sur notre antenne. Et reste avec nous, l'information continue dans un instant, le débat dans le Grand Direct.